Bonjour Nathalie Kosciusko-Morizet. Bonjour. J'ai presque envie de dire que vous seriez même candidate à la primaire. Vous organisez ce dimanche à Paris un campus de rentrée, vous m'arrêtez si je dis une bêtise, intitulé Libre au pluriel. Ça rappelle d'ailleurs le titre d'un bouquin célèbre de Nicolas Sarkozy, futur candidat, avec vos initiales NKM sous forme de sigle, comme une marque. Ça y est, Nathalie Kosciusko-Morizet, vous vous lancez dans la primaire à droite. Tout simplement, il n'est pas interdit de réfléchir, et c'est même conseillé. Et j'ai voulu rassembler tous ceux qui travaillent avec moi au quotidien, soit comme experts sur des sujets de fond, soit sur le terrain, dans les territoires, pour relayer dans les deux sens les idées, les débats, et préparer aussi des réflexions pour l'année qui vient. Libre, c'est parce que, d'abord, je crois qu'on a besoin de réfléchir en dehors des carcans. Quelque part, pour bien servir, il ne faut pas être asservi. Il faut pouvoir. On a besoin de cette autonomie, de cette indépendance d'esprit aujourd'hui pour trouver des nouvelles solutions. Donc vous n'avez pas demandé l'autorisation au président des Républicains, Nicolas Sarkozy, pour organiser organiser ce campus ? J'ai demandé l'autorisation à personne. Et, ouais. je ne parle pas seulement de ma liberté, vous l'avez dit, c'est libre avec un S. Je crois qu'il faut tous qu'on se donne cette liberté de chercher des nouvelles solutions pour l'avenir. La deuxième raison pour laquelle j'ai voulu que ça s'appelle Libre, c'est parce que je trouve que la politique est là pour défendre les libertés, pour les étendre. On a tendance en politique à multiplier les contraintes qui pèsent sur les uns. La politique, elle est là pour défendre la liberté. La liberté, c'est pas une donnée, c'est quelque chose qu'on doit défendre. Et puis troisième chose, particulièrement dans le monde contemporain, on voit les meurtres, on voit les assassinats, on voit les crimes qui se commettent contre les hommes, les femmes, contre l'histoire. Encore récemment à Palmyre, la liberté, ça se défend. Nathalie Kosciusko-Morizet, la rentrée des Républicains s'efface son puzzle. Vous savez, quand la droite débat, multiplie les idées et donc forcément un petit peu les confrontations, on dit que ça se passe mal. Et puis alors... J'ai pas dit que ça se passait mal, mais c'est chacun de son côté. Alain Juppé, François Fillon, bientôt Nicolas Sarkozy. Ouais, vous-même, Nadine Morano veut s'y mettre, vous avez vu mais parfois, il y a une petite différence de traitement. On trouve que à droite, c'est confus, et puis à gauche, ça débat. Comme si à gauche, on débattait, et à droite, on exécutait. Bon, aujourd'hui, à gauche, on ne débat pas et on n'exécute rien du tout non plus. Primaire, donc, mais à droite, attendez, justement, il y a une primaire, il y a des élections présidentielles en 2017. Heureusement qu'il y a des idées, heureusement qu'il y a des gens pour les confronter. Ce qui est important, c'est... Oui, mais c'est normal. C'est le moment du débat d'idées. C'est normal qu'on en entende, c'est normal qu'on entende des points de vue différents. Je vais vous dire, je vais aller plus loin. Tout le monde est d'accord sur une chose. Tout le monde est d'accord à droite et au centre. Et c'est un point de vue qui est aujourd'hui très largement partagé parmi les Français. François Hollande, c'est l'échec. Il y a ceux qui s'y attendaient et qui l'ont combattu. Il y a ceux qui s'y attendaient pas, qui ont voté pour lui. Mais il y a aujourd'hui une majorité de Français pour dire que on est dans le mur, on est dans l'impasse. On ne sait pas où il veut nous emmener et on a bien l'impression qu'il nous emmène nulle part. Mais le précédent quinquennat, ça n'a pas été non plus un grand succès. On attend de la droite qu'elle construise une alternative pour l'alternance. On attend de la droite qu'elle fasse la démonstration qu'elle a un projet. C'est aussi pour ça le campus libre. Reconnaissez que le coup d'avance, ça n'a pas été non plus un grand succès. Vous étiez membre du gouvernement. Moi, je suis convaincue qu'aujourd'hui, on doit proposer à la France des politiques qui ne soient pas des ajustements à la marge. Donc, ce n'est pas juste un peu plus de ceci ou un peu moins de cela. Et on pourrait critiquer certaines des choses qui ont été faites à cet égard. C'est pas juste un peu plus de ceci ou un peu moins de cela. C'est des transformations fondamentales. Je peux vous prendre des exemples concrets. Moi, il y a un sujet, je trouve, qui est très présent dans la société et pas assez dans le monde politique, c'est la question de la montée en puissance dans le monde du travail, de l'autonomie, de l'indépendance, de l'idée qu'on est entrepreneur de sa propre vie. Parfois, c'est volontaire pour les jeunes, cette idée que on va être en indépendant. Parfois, c'est subi. À l'issue d'un parcours de salarié, on se retrouve à prendre un statut d'auto-entrepreneur pour chercher un complément. C'est bien, c'est pas bien ça ? Oui, c'est bien. Et la question n'est pas de savoir si c'est bien ou c'est bien, c'est pas une question morale, c'est en train de se passer. La question, c'est de savoir comment on fait pour que ce soit pour le meilleur. Voilà, à côté du pilier historique du salariat, il est en train de se développer le pilier de l'indépendance. Manuel Valls dit dans une tribune hier aux Échos qu'il veut réformer en profondeur le monde du travail. Ouais, mais il y a un petit problème. Ça va dans le même sens. Vous savez, il y a un petit problème de confiance. C'est-à-dire que quand vous entendez ce que disent les membres du gouvernement à l'attention des entreprises ces derniers temps, il y a des telles contradictions.
il y a des tels mensonges, même dans le contenu de leur message aux entreprises, qu'on se dit qu'on ne peut pas avoir. Je vous prends un exemple très concret. On a au deuxième trimestre 0% de croissance. On est les derniers en Europe au deuxième trimestre. Le seul qui est derrière nous, soyons justes, c'est la Finlande. 0% de croissance. Et on a un gouvernement qui nous dit on veut conforter la croissance. Ah oui, à 0%. Vous avez votre enfant qui rentre de l'école avec un livret sur lequel il y a écrit 0 et vous allez lui dire super, on va confirmer le résultat. Écoutez, on va dans le mur. Quand est-ce qu'on change ? Parce que là, on va dans le mur, on claque dedans. On comprendrait que les entreprises, comme elles le font d'ailleurs, disent leur défiance et leur inquiétude. Vous irez devant le MEDEF demain. Le sujet des patrons, quel est-il ? Est-ce que c'est la crise chinoise ou bien la baisse des charges promise par le gouvernement Mais c'est pas incompatible, ça se rejoint même. Ouais. C'est-à-dire que le contexte, c'est la crise chinoise, qui est évidemment très, très angoissant, parce qu'il y a toutes les entreprises qui sont directement exposées sur le marché chinois, les entreprises qui voulaient y aller. Et puis, bon, de toute façon, on a des clients en Europe qui sont eux-mêmes qui sont eux-mêmes exposés sur le marché chinois. Par exemple, les Allemands. On avait quand même un pays qui faisait 10% de croissance. Ils disent qu'ils sont à 6, ils sont plus probablement entre 3 et 5. Ça ne peut pas ne pas avoir d'influence sur nous, comme le gouvernement essaye de nous le faire croire. Mais oui, notre sujet, c'est d'abord nous ce qu'on peut faire, ce qui dépend de nous, parce que la crise chinoise, on ne va pas avoir une influence dessus. Et c'est notamment la question des charges. Moi, je milite fortement pour qu'on sorte de ce discours qui consiste à dire on va d'abord se réformer, on va attendre de se réformer. Et une fois qu'on aura capitalisé les résultats de la réforme, on les redistribuera. Il faut commencer par là. Il faut commencer par baisser les impôts. Et les impôts, pas tout azimut, sur les entreprises. Impôts et taxes sur les entreprises, et charges sur les entreprises. On a 120 milliards de différence de prélèvement entre la France et l'Allemagne sur nos entreprises. 120 milliards qui pèsent plus sur nos entreprises que sur les entreprises allemandes. Il faut baisser les charges. Et il faut probablement... Et c'est le lien de ce que je disais avec le salariat. On a un système qui est entièrement construit sur le salariat. Tout pèse sur les salaires. Ouais. Il faut probablement basculer les charges là où on peut, ailleurs, notamment sur la consommation. Vous évoquiez à l'instant... C'est ça une piste de la modernité. Vous évoquiez à l'instant les périls... Libérer le travail. Ouais, vous évoquiez les périls auxquels nous faisons face. Après le Thalys, nous devons nous préparer à d'autres assauts et donc nous protéger, a dit François Hollande, le chef de l'État hier. Vous êtes d'accord avec lui ? Écoutez, il y a des mesures d'urgence à prendre. Que la menace soit maximum, tout le monde en est convaincu maintenant. Enfin, je veux dire, c'est une évidence. Moi, j'ai envie de dire, c'est normal que le président de la République commémore, c'est normal que le président de la République remette des médailles, c'est normal que le président de la République félicite, ça fait partie de son rôle. Mais il y a une autre dimension dans son rôle, c'est de se battre, faire la guerre contre le terrorisme. Et là, on attend un peu. Je ne vous dis pas que c'est facile, mais par exemple, posons-nous une question sans esprit polémique, une question sur un sujet très actuel. Cette affaire des fiches S, les fiches sécurité de l'État, sûreté de l'État. On entend que la plupart, en fait, des terroristes, soit qui ont commis des actes terroristes, soit qui s'apprêtaient à en commettre ces derniers mois en France, étaient fichés au titre de la fiche S. Donc on a manifestement un système de repérage qui est de qualité. Mais donc, qu'est-ce qu'on en fait ? Et le suivi ? Qu'est-ce que ça devient ? C'est quand même des questions qu'on doit pouvoir se poser. Est-ce que c'est un problème de moyens ? Est-ce que c'est un problème de moyens de nos services ? Si c'est un problème de moyens de nos services, eh ben on tire les conséquences des mots qu'on utilise. On parle de guerre au terrorisme. La guerre, il faut y mettre les moyens. Donc, dans ce cas-là, il faut se réorganiser. Il faut faire des choix. Peut-être des choix qui sont difficiles, mais mettre plus de moyens. Si c'est ça le sujet. En tout cas, on ne peut pas, de mois en mois, avoir des attentats ou des menaces d'attentats dont on nous dit « Ah ben oui, mais alors on l'avait repéré, on le connaissait. » Oui, c'est une bonne première étape. Ça prouve que nos services travaillent et sont efficaces sur leur repérage. Mais enfin, c'est une table dont vous conviendrez qu'elle est insuffisante pour protéger aujourd'hui les Français. Deux questions rapides avec vous, Nathalie Kosciusko-Morizet. Face à vous, Marine Le Pen est en train de tourner la page. Jean-Marie Le Pen, il y a le psychodrame familial. Mais le Front National n'est-il pas en train de réaliser cette mue qui va menacer votre surface électorale, qui va tenter l'électorat de droite qui va le désangoisser. Mais non, c'est toujours la même chose. Le décomplexer. Moi, j'avais écrit un livre il y a 3 ans pour dire ça. L'anti-Front National, c'est ça ? Le Front Antinational. Le Front Antinational. Parce que je suis convaincue qu'ils sont à rebours de ce qu'est la France. Il y a un risque pour vous, électoral. Mais c'est toujours la même chose. Ils changent la vitrine. On nous présente des nouveaux visages. On tient beaucoup à nous présenter des nouveaux visages. Mais derrière, le fond ne change pas.
Et je trouve que c'est particulièrement évident dans le discours qui est tenu en ce moment par les cadres du Front National. Il y a ceux qui défendent Jean-Marie Le Pen, il y a ceux qui défendent Marine Le Pen dans cette espèce de psychodrame familial dans lequel on nous plonge un peu malgré nous. Mais ceux qui défendent Marine Le Pen ne la défendent pas en disant ces idées-là, cette histoire-là qui est celle de l'origine du Front National, qui est celle d'un parti d'extrême droite, nous la répudions. Ils disent pas ça. Ils disent non mais ça nous gêne dans notre stratégie de dédiabolisation pour attirer un électorat plus large. Donc ils nous disent bien c'est un problème de marketing. Bon, mais leur problème de marketing, c'est un problème là. Moi je dis le fond du parti n'a pas changé. Et c'est pas la France. Dernière question, Anne-Laure Barral l'évoquait ce matin sur France Info. Ségolène Royal, la ministre de l'écologie, arbitre aujourd'hui le dossier sensible de la décharge automobile de Nonan-le-Pin dans l'Orne. Les associations de défense disent que c'est vous qui avez signé l'autorisation d'implantation de cette décharge à côté du, alors, c'est pas une décharge automobile. Du haras, le Versailles du cheval, du haras du Pin. Jean-François Guy, c'est pas une décharge automobile, c'est une décharge de déchets d'enfouissement de déchets. Voilà. C'est des sujets très compliqués parce qu'en fait, personne n'a envie d'avoir une décharge à côté de chez soi. Je me souviens de ce dossier. À l'époque, en fait, les procédures étaient déjà engagées. Donc, si on avait refusé l'autorisation, l'État aurait dû payer des dédommagements à l'entreprise. C'est la raison pour laquelle les autorisations avaient été données. Donc il y a la question de savoir si les autorisations auraient dû être données là. Moi je vous dis, ça fait jamais plaisir d'avoir une décharge à côté, mais c'est le problème partout en France. Il y a une deuxième question, c'est de savoir si les autorisations ont été respectées. Est-ce que l'entreprise respecte le cadre qui lui a été fixé? Et là, je vois que les associations ont l'air de dire et avancent des preuves pour dire que ce ne serait pas le cas. Évidemment, ça, c'est un problème de contrôle et éventuellement un problème judiciaire qui doit trouver solution. Merci à vous, Nathalie Kosciusko-Morizet.